15h10. Allez, on démarre. Du coup, Guillaume, je te laisse la main. Tu vas nous parler, tu vas nous faire un petit retour d'expérience sur la création d'un jeu pour Mobilis, enfin, dans le cadre de Mobilis Immobilier. Donc voilà, tu as 30 minutes. Fais-nous rêver. 30. Ça marche? Vous m'entendez, ouais? Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet qu'on a fait avec des gens de Mobiapps où pour les besoins de MIM, on s'était dit qu'on allait faire un petit jeu comme on avait fait l'année dernière et on s'est dit qu'on ferait mieux, un truc plus corsé, quoi. Donc pour faire rapide, moi je suis développeur mobile depuis 2019. Je suis orienté complètement cross-platform et j'ai fait du React Native et je fais du Flutter depuis environ 4 ans. Et j'ai intégré Mobiapps, force à nous, depuis 2022. Donc pour un peu de contexte, on s'est réveillé à se dire qu'on voulait faire un jeu il y a un peu plus de 3 mois. Donc on s'est dit, c'est parti, on veut un jeu qui soit plutôt fun, avec des parties courtes, et surtout qu'on ait des infos sur le score, qu'on puisse comparer les parties entre elles. Et on était une équipe de 3 devs, dont 2 qui sont présents aujourd'hui avec nous. Et on avait comme contrainte, enfin pas comme contrainte, c'était même plutôt un choix. On est parti sur du Flutter et le plugin Flame qui permet de faire des jeux directement dans une app Flutter. Ce qui était plutôt avantageux pour nous parce qu'on était un peu en terrain conquis. Et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme jeu? On est parti sur un shoot 'em up parce que pour le coup, c'est typique du jeu à score. Tous les 3, on trouvait ça hyper fun. On a tous joué à ça quand on était jeunes. On a sûrement tous joué à ça sur notre mobile. C'est un device qui s'y prête bien quand même. Donc on s'est dit, on part là-dessus. Une fois qu'on s'est dit qu'on devait partir là-dessus, on s'est dit, bon, Flame, c'est une chose, mais est-ce que c'est comme Flutter? Alors ça a des avantages. On a intégré à une appli Flutter, donc on a accès au cross-platform, ce qui est quand même assez cool. Par exemple, pour le dev, on a réussi à faire tourner ça sur un Windows, sur du web et sur une tablette Android. Donc on couvrait quand même pas mal de choses, c'était assez sympa. Et comme vous voyez là, je vais me mettre de l'autre côté. En Flutter, tout est widget. Donc pour ceux qui connaissent un peu, on construit nos pages, on rajoute nos widgets qui ont chacun un rôle, etc. En Flame, tout est component. Donc là, vous voyez, on a un component qui va être vraiment parent de tout. Et on a un game aussi. Et tout va découler de ça. On a des componentes qui vont gérer une position. Donc dans un jeu, tous les composants qui seront des position components vont avoir une position. Donc on va pouvoir les positionner sur le jeu, mettre à jour cette position dans le temps, etc. On a des effets qui sont vraiment divers et variés, des rotations, de l'opacité, des effets de bounce, on peut faire plein de choses. On a des timers, des particles. On a aussi des sprite batch, ça on l'a pas trop utilisé, mais il y a quand même pas mal de choses qui est possible à faire avec la notion de components. On a ici toute la partie qui permet de gérer des sprites, donc un peu d'animation 2D, etc. De l'autre côté, on a beaucoup de composants d'interaction. Donc avec tout ça, on va largement pouvoir faire un jeu, quel que soit le jeu qui est visé. L'avantage aussi avec Flame, c'est que tout est identifiable. On peut donner à un component une clé et on va pouvoir le retrouver à n'importe quel moment. À partir du moment où on a une référence sur le jeu, on peut le retrouver et ça peut être assez pratique. Et je vous le rajoute ici, notre point d'entrée. Donc on a une app Flutter quand même. Et notre point d'entrée, c'est notre game widget auquel on va lui donner notre jeu. Et à partir de là, on a un jeu qui est déjà viable. Là, vous avez vu tout ce qui était les componentes. Et bien sûr, chaque componente vient avec un life cycle. Un peu comme en Flutter ou même tous les autres frameworks d'app mobile. On a un onload qui est appelé au début. C'est vraiment l'initialisation de notre componente. On va pouvoir charger des sprites. On va pouvoir initialiser des valeurs, etc. Après, on a un onMount, forcément. C'est l'action qui vient juste après. On peut faire des actions à ce moment-là. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est la méthode update, la méthode render et le onRemove. La méthode update, elle est appelée à chaque fois qu'il y a une frame qui rafraîchit.
c'est très lié au temps qui passe, mais du coup, on va pouvoir faire des choses à cet endroit-là. Le render, c'est quand on va vouloir faire du canvas ou des choses un peu plus shadées à cet endroit-là. Et le onRemove, c'est la méthode qui est appelée quand on enlève un component du jeu ou d'un autre component. Parce qu'on peut aussi ajouter un component à un autre component. Donc ça, c'était les bases. C'est important de les avoir. Donc notre point de départ, c'était ça. On veut qu'il y ait un composant joueur. Il doit pouvoir bouger. Et on s'est dit, bon, c'est cool, il y a une notion de sprite. Là, pour le coup, la notion de sprite, elle est juste sur la flamme. C'est pas ouf. On a fait ce qu'on a pu avec nos compétences de designer et de graphiste 2D. Et on s'est dit, voilà, on a un sprite avec 5 étapes. Et on voulait pouvoir l'intégrer au jeu et la faire... et qu'elle se déplace dans le jeu. Donc, qui dit position, dit position component. Ça, c'est notre premier point d'entrée pour avoir un component qui a une position qui doit évoluer dans le temps. C'est obligatoire pour pouvoir le positionner. Et parmi les position components, comme vous avez vu dans le graphe juste avant, on a le sprite animation component. Donc là, ce qu'on va faire pour charger l'animation, vous voyez, déjà, on lui donne une taille. Je ne dois pas toucher l'écran. Je ne m'en rappelais plus. J'y touche plus. Et après, on a notre animation où on lui précise l'asset. Là, on avait un sprite de playership, comme on l'a appelé. Et après, on a une séquence d'animation. Donc là, vous voyez, on a 5 images. Donc, on lui précise qu'on a 5 images. On peut aussi lui préciser si le sprite il est vertical ou horizontal. Pour le coup, la valeur par défaut, c'est horizontal. On lui donne la taille de la texture. En fait, c'est pour qu'il sache, en gros, comment il doit couper c'est très sensible. Comment il doit couper le sprite et ensuite le temps qu'il met de transition entre chaque sprite. Donc ça nous a permis déjà d'avoir notre component player et de lui charger le bon sprite. Et ensuite, ça c'est la méthode qu'on a appelée dans le update. Donc comme je vous ai dit, le update c'est appelé à chaque rafraîchissement de frame, donc quasiment en permanence. Il y a un delta de temps qui est très 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 court. Du coup c'est assez fréquent. Et en gros ce qu'on fait c'est à chaque tick en gros à chaque update, on lui recalcule sa position et on lui met à jour. Et comme sa position à jour qu'il est ajouté au jeu, bah, la frame suivante, il sera à la bonne position. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour le component de joueur. Et ensuite, on s'est dit, bon ok, on a mis cette logique-là, mais on avait comme volonté que ça tourne sur une tablette Android et on voulait jouer à la manette. C'était un peu notre idée pour le jeu. Donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qui se passe pour gérer ça? Sur les Flame Games, donc le component de jeu, on a une mixin qui s'appelle Keyboard Event, qu'on peut rajouter directement dans notre jeu et on fait ce qu'on veut avec. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a centralisé les touches. Donc nous, on a géré avec les flèches, donc haut, bas, gauche, droite. Et en permanence, on sauvegarde en gros la position qui est en train d'être sélectionnée par le joueur. Donc vous verrez en bas, je vous invite à tester. Quand le joystick est en haut, en gros, on retient la direction du haut. Et si on passe en bas, etc., en fait, en permanence, on connaît la direction et on gère aussi les diagonales. Ensuite, comme vous voyez ici, dans le player sprite, donc on a notre update, on chope la direction du contrôleur et on l'applique à notre méthode. Et comme ça, en permanence, on est capable de choper les événements de clavier, manette, tout ce que vous voulez, et de l'appliquer directement à la position du joueur. Ça, c'est la théorie. Et au final, dans notre Flame Game, on n'a plus qu'à ajouter notre player sprite, et ça donne ça. On a tout de suite un fond noir avec notre composant qui bouge, notre petite animation, et ça, on l'a fait en très peu de temps. Donc pour nous, on s'est dit, oh là là, on n'a pas fait grand-chose, on l'a pas forcément bien fait, mais ça fonctionne bien. Après, on s'est dit, suite du gameplay, on arrive à bouger et on a envie de pouvoir tirer. Donc là, même principe, le tir en lui-même, c'est un composant qu'on doit ajouter au jeu. Donc ce qu'on a fait là, on s'est dit, bon, on va pas utiliser de sprite animé, on va juste utiliser un sprite. Du coup, on a utilisé un sprite component. Là, c'est un peu pareil. On a un chargement dans le onload du sprite qu'on veut. Mais là, ce qui va nous intéresser surtout,
c'est que on a besoin, pour ajouter un tir, d'avoir une position. Et surtout, pour les tirs, ils sont censés sortir de l'écran. Du coup, en fait, on s'est mis un garde-fou. Dès que le tir sort de l'écran, il est retiré du jeu. Et c'est là qu'on peut dire, et ce qui est quand même très pratique, tous les componentes, ils ont une méthode qui leur permet d'être retirés du parent. Du coup, il n'y a pas besoin de lien forcément du parent à l'enfant. Et c'est quand même assez pratique. Et comme vous voyez là, on a fait des tirs qui sont linéaires. Donc en gros, on ajoute un tir et tout le long de l'update des frames, en fait, on lui rajoute une... Il marche toujours le micro là? Ouais? J'ai... Ouais? C'est bon? J'ai eu l'impression qu'il y avait un... Non, bah ok. Et du coup, on va recalculer en permanence sa position qui va lui donner une trajectoire rectiligne. Ouais. Et ça, c'est notre composant de tir. Hop. Ensuite, on avait besoin de quelque chose qui pouvait générer les tirs. Parce que rajouter un tir comme ça à un instant donné, c'est une chose. Mais par exemple, le but, c'est de rester sur le bouton et que les tirs partent les uns à la suite des autres. Donc on s'est dit, ok, on va créer un générateur et on voulait savoir sur quoi on pouvait se baser, sachant qu'on voulait qu'il y ait un tir tous les 200 centièmes de seconde, dixième de seconde, ouais, ça ferait pas rapide sinon. Et il y a un component qui a un timer component et qui a une méthode qui est très pratique, c'est le onTick. En gros, on lui définit une période et ce qui est appelé dans le onTick est rappelé à chaque fois que cette période revient. Donc là, on a mis 0,2 secondes. Donc toutes les 0,2 secondes, tant qu'on reste appuyé, ça rajoute des composants qui eux-mêmes se mettent à jour et qui tracent comme ça de manière rectiligne. Donc là, la chose qui était importante à retenir, c'est que notre source, c'était le joueur. Sachant que le joueur se déplace, c'était important de connaître la position du joueur. Donc ce qu'on a fait, c'est de créer une référence sur le joueur pour avoir accès à sa position et ajouter le tir dépendant de cette position-là. Du coup, que le joueur se déplace n'importe où, c'est une donnée qui nous importe peu. L'important, c'est de pouvoir la récupérer. On ajoute le tir à la position qui est un peu devant le vaisseau et du coup, après, le tir, il vit sa vie. Il n'y a plus besoin d'avoir le reste. Donc ça, c'était pour notre bullet generator. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, bon, ok, le fond noir, c'est joli, mais on avait envie quand même qu'il y ait un petit cachet, même si on n'avait pas trop de talent pour, pour le design, on s'est dit, on va trouver quand même des assets qui sont jolis. Et on a trouvé un component qui est hyper intéressant, c'est le parallax component, qui permet en fait de créer une stack d'images et de les animer les uns au-dessus des autres. Donc là, vous voyez, on avait trois images de background. Un premier qui ressortait un peu plus et on avait deux images d'étoiles. Et en gros, le but du parallaxe, c'est vraiment de faire glisser les images, mais pas à la même vitesse, pour que ça donne un petit effet de profondeur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on a nos trois images, on a un mode repeat, donc en gros, c'est le mode bouclé, une vélocité de base et un multiplicateur de vélocité. Le multiplicateur de vélocité, il fait que l'image de fond, elle va pas à la même vitesse que l'image qui est au-dessus et encore moins que l'image qui est encore au-dessus. Et ça, on le fait dans notre background component qu'on va ajouter à notre jeu. Du coup, ça fait qu'on peut gérer ça de manière plutôt propre. Et le résultat, ça a donné ça. Donc on a bien notre vaisseau qui se déplace, on a bien nos tirs, comme je vous disais, qui sont ajoutés à la position du joueur et après qui vivent leur vie de manière rectiligne. Et là, on s'est dit, waouh, encore une fois, on a vraiment eu cette tête-là. Parce que quand on l'a commencé, on n'y croyait pas trop. Mais ça rend tout de suite plus sympa et ça rajoute de la profondeur. Et une fois qu'on avait une petite base de gameplay, on s'est dit, bon ok, maintenant on a, par exemple, le joueur, il va avoir un nombre de vies, il va avoir un score. On s'est demandé comment on pouvait centraliser ça. Au début, on est parti sur du qubit ou du bloc parce que c'était notre habitude et qu'on s'est dit, bah, ça doit fonctionner à peu près pareil. Il y a un plugin pour Flame. Au final, c'était un peu overkill par rapport à ce qu'on voulait faire. Du coup, on s'est dit, bon, bah, il y a des composants. On va faire un component pour ça. On va stocker des infos.
On va lui donner des getters pour qu'on puisse accéder à ces infos depuis l'extérieur, et on va lui donner des méthodes classiques, le reset pour tout remettre à zéro, l'instant death pour dire que le joueur est mort d'un coup, un modifier pour la life. En gros, chaque fois qu'on prend un tir ennemi, chaque fois qu'on touche un astéroïde ou quoi, on perd de la vie, et bien sûr le score qui s'incrémente. C'était le but. Et là, vous voyez, comme dans le jeu, c'est là qu'on rajoute ce component. C'est lui qui peut dire, bah, ok, j'ai ce component quelque part, est-ce que tu peux me le trouver avec la clé qu'on lui donne. En gros, quand on crée le game session, on l'ajoute, on lui donne cette clé et ça nous permet de le retrouver. Du coup, en permanence, si on a une référence sur le jeu, on peut retrouver notre composant de session. Et par exemple, ici, je vous montre, dans un update de n'importe quel component, ça peut être le joueur ou même le HUD d'affichage du score, etc. Dans le update, on a une référence au jeu, on récupère notre game session et on peut récupérer le score. Après coup, on s'est dit, bon, ça se trouve, il y avait une manière plus simple de le faire. Et il y a quelque chose qu'on appelle les components notifiers. Donc, on définit un component comme étant un notifier et tous les components peuvent s'abonner à ce notifier. Et forcément, on peut ajouter un listener qui fait qu'on met à jour, par exemple, la valeur de score, etc. On aurait pu le faire comme ça. Ça ne change pas grand-chose, mais ça aurait juste pu être un tout petit peu plus propre. Maintenant, la gestion des collisions. Ça, c'est un truc qui nous a pas mal étonné, en tout cas sur la vitesse à laquelle ça a été mis en place. La règle pour nous, c'était les tirs éliminent les ennemis, et les ennemis, s'ils touchent le joueur, bah, le joueur est KO direct. Et sur tous les components, il y a une mixin qui s'appelle Collision Callback, qui est super pratique. Dans un premier temps, dans le component, on rajoute une hitbox, sachant que les hitbox, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a le classique, où on fait un rectangle, où on fait un rond. On peut faire des ovales, on peut faire des trucs un peu plus chiadés, on peut utiliser du pass. Pour ceux qui connaissent, on peut vraiment découper de manière très précise, mais là, pour le coup, il faut vraiment avoir le temps. Et dans le on-collision start, donc la méthode qui peut être override de la mixin collision callback, on a une info sur l'autre componente qui a été, en gros, qui est rentrée en collision. Là, par exemple, ce que je dis, c'est que si je rentre en collision avec un ennemi, je retire mon component du parent et je mets à jour ma session. Et rien qu'avec ça, on a une interaction. Bien sûr, là, je rajoute une hitbox à mon player sprite, mais il faut aussi que l'autre component avec lequel j'interagis, il ait une hitbox. Sinon, il se passera rien du tout. Mais rien qu'avec ça, on a un système qui fait qu'on peut rajouter des règles. Par exemple, là, on a dit que contact avec un ennemi, le joueur meurt direct. On aurait très bien pu dire juste une vie en moins. Et c'est assez modulable et on peut faire ça sur à peu près tous les components. Et un truc qu'on a rajouté aussi, on s'est dit qu'on voulait rajouter un peu de navigation, des petites pages où on peut mettre start, où on affiche le leaderboard, où on affiche le game over, etc. Et pour ça, il y a le routeur component qui fait qu'on a un routeur en overlay sur notre application. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait une start page, une countdown page pour mettre un petit temps entre le début et la vraie partie pour que le joueur se prépare. On a une page de jeu où au final on affiche rien, c'est juste le jeu qui est dispo. On a une page de bonus pour la sélection, une page de pause, la fameuse page de game over que j'ai vu un peu trop souvent, et la page de leaderboard. Et là-dessus, comme tout est componente, on a juste à ajouter le routeur à notre jeu, et après on peut faire des routeurs.push, des routeurs.replace, on peut faire un peu ce qu'on veut et se balader dans la navigation. Et ça aussi, ça a été un des points où on s'est dit que c'était allé plutôt vite pour ajouter ce genre de logique. Maintenant qu'on avait vu tout ça, on a vu du coup l'ajout de composantes, la mise à jour de position, les collisions, comment gérer de l'état dans notre partie, etc. C'est là qu'on a commencé à rajouter des trajectoires de balles un peu avec un angle. On a rajouté des satellites qui tirent, mais ils servent à rien pour certains. On a commencé à rajouter des effets. On était capable de rajouter des particules, etc. Enfin, on a vu plein d'autres choses. Et le résultat final,
on n'en est pas peu fiers. Ça donne quelque chose comme ça, où on a notre première page de start, notre page de countdown. Vous avez vu le vaisseau qui arrivait, ça c'est un effet aussi de position. Et on a été capable de faire des ennemis qui tirent, de faire des power-up. Là, quand je prends le power-up, ça fait un effet de particules parce qu'on détecte une collision, etc. Les fameux astéroïdes qui sont là clairement pour vous faire perdre. Et du coup, on a un jeu qui est quand même assez fonctionnel. Et on sait qu'on va le faire vivre et qu'on peut rajouter plein de choses dans le futur. Et je vous remercie de votre attention. Merci Guillaume. On a quelques minutes encore pour prendre des questions. Si quelqu'un a une question, c'est le moment. Ça. Ouais. Hello, trop stylé le jeu. Bravo à toute l'équipe. C'est gentil. Je voulais savoir, est-ce que vous avez essayé, enfin même, est-ce que c'est possible de remplacer tout ce qui est sprite PNG par des petites animations Rive, ça dans Flame? Je pense que ouais, parce que au début on s'est vraiment posé la question, mais on était que des devs et on n'avait pas de temps à faire. Ouais, on aurait bien aimé, parce que là on a utilisé que des animes, enfin c'est même pas des animes, c'est des sprites qui étaient libres de droit et on a essayé d'ancrer un petit peu à faire des sprites 2D, mais ouais, on aurait bien aimé tester ça et c'est intégré. Hein. Ok. Merci pour ta présentation, c'était très intéressant. Je vous en prie. Et félicitations pour le jeu, c'est impressionnant. Pareil. J'ai quand même une question. À un moment, tu dis que vous avez voulu faire quelque chose avec une manette, ouais. Mais tu utilises des keyboard events. Ouais. C'est quoi le bail? Parce que c'est comme ça qu'ils sont chopés, pour de vrai. Ça reste des inputs qui sont... En plus, tu poses la question, mais c'est toi qui l'as fait. Non, pour le coup, c'est bien de le savoir. On a fait ce choix-là parce qu'on trouvait ça fun d'utiliser une manette. Il y a des manettes qui n'ont pas fonctionné. On n'arrivait pas à avoir les events pareils. Je crois qu'en Bluetooth, on n'arrivait pas. On avait testé le Bluetooth, on y arrivait? Je me rappelle plus. Et il y a quand même des manettes qui étaient KO à ce niveau-là. Et pour le futur, sachant qu'on vise quand même une appli mobile, il y a un component qui permet d'avoir un joystick virtuel et qui se rajoute très vite. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est pas retenu sur la récupération des événements, parce qu'au final, sur le joystick, ça fonctionne pareil. On reçoit des événements, donc on pourra se brancher très vite sur ce joystick-là. Merci Guillaume pour cette super présentation de Flame et de ton retour d'expérience. Moi j'avais une question. Vous parliez d'une deadline à 3 mois, vous étiez 3. Comment vous avez fait pour vous répartir les tâches? Est-ce que vous avez établi un rétro-planning? Est-ce qu'il y a eu des phases de test, choses comme ça ou c'est... On a eu une organisation militaire. On se levait tous les matins à 7h. On travaillait jusqu'à midi, pause d'une demi-heure, on a retravaillé et on avait on a tristement un Simon qui a essayé de mettre en place une gestion de projet qui a... Ouais. En gros, le mode de fonctionnement, c'est « Hey les gars, ça a l'air stylé ça !» Ouais, bah vas-y. Et puis on merde. En gros, c'est un peu comme ça que ça a marché. Salut, encore merci pour le talk. Est-ce que tu avais des bases de création de jeux vidéo quand tu as commencé à voir tout ce qui est vecteur, etc. Comment tu as fait pour comprendre Non. Pour le coup, ouais, j'ai fait des petits trucs, mais rien de ce niveau-là. Ce qui est top avec Flame, c'est que la doc, elle est quand même assez fournie. On était très étonnés là-dessus. Les exemples sont très, très, très complets. Et c'est même après coup qu'on s'est dit, on est bête, on l'a pas assez lu la doc, quoi. Il y a trop de moments où on s'est dit, bon, ça doit marcher comme ça. Et, par exemple, pour la gestion des données de partie, il y a je parlais du components notifier, mais il y a aussi un spawn component.
qui est vraiment littéralement fait pour spawn des components dans un autre component. Et c'est en relisant un peu la doc, en fait, on s'est rendu compte que on avait un peu envie ouais, je vais pas le dire comme ça, mais ouais, si, de se démerder un peu et d'essayer. En fait, on a joué, clairement. Il y avait un objectif qui était clair, mais c'était aussi de s'amuser. Mais clairement, je conseille la doc parce qu'elle est très étape par étape et on peut très vite arriver à un jeu qui fonctionne et c'est assez bluffant. Ok, merci. Et deuxième question, c'est pour les parties annexes un peu de l'application. Pour tout ce qui est leaderboard, etc., qu'est-ce que vous avez utilisé pour, est-ce que déjà l'affichage des pages, c'est du Flame ou est-ce que c'est des composants Flutter? Et pour la gestion des données, des scores, du stockage des données, comment vous avez fait? Pour le coup, les pages qu'on voit là, donc la page de start et le countdown, c'est des vraies pages Flutter. Pour le coup, le routeur, il intègre complètement des widgets Flutter, ce qui est très confortable. Et pour répondre à ta question sur les scores, en fait, on a une base de données qui est locale. Et en fait, faut vraiment le voir comme une appli normale au final. Il y a des ponts à faire à certains endroits, mais par exemple sur la page de Game Over, c'est là qu'on récupère les 3 lettres du joueur. Et c'est là au final on sauvegarde son nom et son score dans la base, mais on est dans le contexte de l'application. On n'est pas tellement dans le contexte du jeu. Et pareil pour le leaderboard où on lit toutes les infos, on est dans le contexte de l'application. Ok, merci. Par curiosité, c'est quel package? C'est du SQFly, c'est du Hive? Je sais plus ce que tu as utilisé. Caprev? C'est pas du Hive. Ouais, Ok, merci. c'était compatible. Mais le contrainte, c'est que la tablette sur le smartphone, allez, nous. C'est un peu truc en gros, je prends 4. Ouais. Et ça tient. Mais au final, n'importe quelle base de données qui tenait sur une appli, c'était OK. Et rapide. Est-ce que c'est open source et est-ce qu'il y a le lien? Oui, si tu veux qu'on partage. Techniquement, ce qui est pratique, c'est que c'est cross-platform et pour les besoins de test, parce qu'on a demandé à tous les gens de Mobiapps de tester avec nous et puis nous faire un premier retour parce que pendant un moment, on était un peu dans notre jus et c'était difficile d'avoir une expérience, au moins un retour. Et on l'a diffusé sur le web. Et en premier, on a bien une dizaine ou quinzaine de personnes qui l'ont testé sur le web. Donc techniquement, on pourrait le... Tu veux dire que tu veux participer avec nous? Quoi, je parlais. Ah bah oui, ouais, il est... C'est sûr, il se trouve que je suis pas mal dans les projets de jeu en ce moment, donc ça m'intéresse comme sujet. Ouais. C'est comme si c'était. Putain, ça va devenir une entreprise, le truc. Dernière question. Non, c'est tout bon. Merci Guillaume. Je vous en prie. Pensez à Open Feedback. Donc je répète, vu qu'il y a les applaudissements, pensez au feedback sur l'application via Open Feedback, même si ça risque d'être biaisé vu le nombre de Mobiapps dans la salle. Mais c'est important pour toi et pour ton retour sur ton talk. Merci, on a une pause de 20 minutes, si je dis pas de bêtises. Et on se retrouvera sur un talk, encore sur un jeu, plus courant, le Shifumi, avec une session de live coding à 16h.